Il pensait que c'était juste un autre ticket de circulation jusqu'à ce qu'une phrase imprudente arrête le froid de la salle d'audience. Le juge s'est figé, les caméras se sont tues, et ce qui est arrivé ensuite a révélé un secret enfoui pendant des années, un secret que personne n'était censé entendre. L'air de la salle d'audience était inhabituellement dense ce matin-là, épais avec le genre de silence qui faisait que même le bruissement du papier sonnait trop fort. La petite salle municipale, avec ses bancs en chêne poli et ses ventilateurs de plafond qui bourdonnaient doucement, portait généralement les faibles échos de rires ou les rires occasionnels lorsque le juge Francis Caprio a éclairci un moment avec une blague aimable. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout semblait fragile, comme si la pièce elle-même attendait que quelque chose se fissure. La lumière fluorescente lavait la chambre en blanc pâle, scintillant des luminaires en laiton et de l'insigne de l'officier de justice debout près de la porte. Le juge Caprio, comme toujours, était assis debout derrière le banc surélevé, ses lunettes de lecture perchées au bord de son nez, formant un autre dossier d'eau. Sa voix, chaleureuse et pratiquée, venait de commencer à s'adresser au prochain nom sur le registre quand une silhouette s'est hissée sur le podium. Jordan Mirek avait l'air de ne pas vouloir être là, et s'est assuré que tout le monde le savait. 17 ans, peut-être plus jeune, avec une vadrouille de cheveux noirs qui pendait au-dessus d'un œil, un sweatshirt à capuche à moitié zippé sur un t-shirt froissé et des baskets si lâchement attachées qu'elles s'effondraient à chaque pas. Il marchait comme si le sol lui devait quelque chose. Une main enfoncée dans sa poche, l'autre agrippant un téléphone portable qu'il n'avait pas pris la peine de faire taire. Son regard ne s'est jamais tout à fait installé, rebondissant d'un mur au plafond à l'horloge de la salle d'audience, jusqu'à ce qu'il atterrisse sur le juge, où il se rétrécissait avec le genre de netteté utilisé par les adolescents lorsqu'ils ne connaissaient pas encore le poids de leurs mots. L'accusation était simple. Excès de vitesse dans une zone scolaire, 27 sur 15, aucune infraction antérieure. Caprio avait à peine terminé le résumé de la citation quand Jordan s'est moqué, pas dans son souffle, mais assez fort pour que chaque personne dans la pièce l'entende. Il a marmonné quelque chose, décontracté mais mordant, quelque chose qui tranchait dans l'air calme comme une pierre jetée. Que comme mon père. Parti et plein d'opinions. Les mots ont atterri dans la pièce comme un marteau tombé, choquant par leur insouciance. Pendant un moment, Caprio n'a pas bougé. Le juge qui avait vu des décennies de salles d'audience, des milliers d'accusés et d'innombrables familles brisées était resté figé, son expression illisible. Ses mains, qui venaient de feuilleter calmement la paperasse, se sont complètement calmées. La salle d'audience a retenu son souffle avec lui. Même le sténographe a levé les yeux. Le rythme habituel de la justice, lire l'accusation, écouter l'explication, offrir un jugement juste et souvent miséricordieux, a été interrompu comme si le temps lui-même avait sauté. Caprio enleva lentement ses lunettes, les plia avec un soin délibéré et les posa sur le banc. Sa voix, quand elle vint, était à peine au-dessus d'un murmure. Il demanda à Jordan de se répéter, les mots s'étirèrent avec retenue. Mais le garçon ne sentit pas le changement dans la pièce. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Il se redressa, se pencha un peu sur le podium et parla à nouveau, plus fort cette fois. Il est mort l'année dernière. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre pourrait me dire quoi faire. Une ondulation a traversé la salle d'audience. L'huissier, qui s'était tenu à l'aise près de la porte, a fait un seul pas en avant, enregistrant instinctivement la tension soudaine. Caprio s'est levé, ce qu'il faisait rarement à mi-séance. Il n'était pas en colère, pas visiblement. Mais le tremblement dans ses mains, alors qu'il les reposait sur le bord du banc, trahissait un courant plus profond sous la surface. La douleur n'était pas fraîche, mais elle était assez proche pour être touchée. Le juge n'a pas crié, n'a pas grondé, n'a pas élevé la voix. Il a demandé, calmement mais fermement, que la salle d'audience soit dégagée. Quelques personnes ont hésité, ne sachant pas si elles l'avaient entendu correctement. L'officier de justice a répété l'ordre, cette fois plus fort. La salle s'est lentement vidée, les bancs grinçant alors que les spectateurs se levaient. Il n'y a pas eu de murmure, pas de protestation. Même ceux qui ne connaissaient pas le ton habituel de la salle d'audience ont compris que quelque chose de rare se passait, quelque chose qui n'avait pas sa place dans le registre. Jordan est resté debout sur le podium, les bras croisés à nouveau, mais cette fois, le bouclier s'est senti plus mince. Il s'est levé, regardant tout le monde partir, la confusion vacillant sous la surface de son expression. Il ne s'était pas attendu à cette réaction. Pas d'un juge. Pas de n'importe qui. La plupart des adultes lui ont répondu ou l'ont complètement ignoré. Mais ce changement d'atmosphère calme et presque sacré l'a énervé.
Caprio ne parla pas immédiatement. Il se rassit, plus lentement qu'avant, et regarda le garçon. Mais son regard n'était pas critique. Il cherchait, comme s'il essayait de voir au-delà du défi de l'adolescent et dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait connu auparavant, quelque chose qu'il avait perdu. Jordan remarqua le regard et, pour la première fois, sa propre posture vacilla. Il détourna les yeux, la mâchoire se serrant. Il n'aimait pas être regardé comme ça. Pas avec pitié, pas avec chagrin. Ce que personne dans la salle ne savait, et ce que Jordan ne savait certainement pas, c'est que Thomas Mirek, le défunt père du garçon, s'était déjà tenu dans cette même pièce. Pas en tant qu'accusé, pas même en tant qu'officier de la loi, mais en tant qu'ami. Un homme qui s'était assis à côté de Caprio après des heures, longtemps après l'ajournement du tribunal, quand il parlait du poids de la justice et des blessures qu'elle pouvait laisser. Un homme qui avait été pris dans quelque chose de bien plus grand que des contraventions de stationnement et des citations routières. Un homme qui était mort trop tôt, trop tranquillement et dans des circonstances qui ne s'étaient jamais assis juste avec Caprio. Le juge l'a vu maintenant. La ressemblance était obsédante. Le même feu derrière les yeux. La même façon de serrer la mâchoire lorsqu'il était défié. Jordan était le fils de son père, même s'il ne savait pas toute la vérité sur qui était vraiment son père. Et cette vérité, enfouie sous des documents scellés, des souvenirs fanés et le passage de trop d'années, était sur le point de ressusciter. Caprio s'est penché en arrière, la voix plus calme qu'avant mais ancrée dans un but que Jordan ne comprenait pas encore. Il a parlé sans regarder la paperasse. Ses yeux sont restés rivés sur le garçon, non pas en tant que juge regardant un accusé, mais en tant comme se souvenant du sacrifice d'un autre. Il a demandé à Jordan s'il avait déjà entendu parler d'un cas, qui n'était dans aucun livre, pas en ligne, mais toujours caché dans les fissures des murs du palais de justice. Jordan n'a pas répondu. Il n'était plus sûr de ce qui se passait. Mais une chose était certaine, ce n'était pas juste une autre affaire de trafic. Cela ne l'avait jamais été. Mais ce que personne ne savait, c'est que le père de Jordan n'était pas n'importe qui, et le juge Caprio ne réagissait pas au manque de respect. Il réagissait au chagrin. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience se sont fermées et l'écho a traversé la chambre comme un tonnerre lointain. Les bruits du couloir se sont estompés, le battement des chaussures, le faible murmure des voix, jusqu'à ce qu'il ne reste que le lent bourdonnement des plafonniers. Le juge Caprio s'est rassis derrière le banc, son cadre contre la lampe en laiton terne qui brûlait bas dans le coin. La salle d'audience, maintenant vide à l'exception de Jordan Mirek et de l'huissier posté silencieusement près de la sortie, ressemblait à un coffre-fort. Des grains de poussière ont dérivé paresseusement dans les puits de lumière se répandant à travers les hautes fenêtres, rendant l'air épais et doré. Jordan se tenait au même endroit, incertain maintenant, ses mains enfoncées dans ses poches de sueur. Caprio prit une respiration lente, du genre qui stabilise à la fois la colère et le chagrin, et tendit la main sous le banc jusqu'à un tiroir étroit dont presque personne ne savait l'existence. Sa main s'y attarda plus longtemps que nécessaire, comme si l'objet à l'intérieur portait un poids bien supérieur à celui du papier et de l'encre. Quand il l'a sorti, le dossier avait l'air vieux, bords usés, l'emblème de la ville s'est estompé sur la couverture, les coins arrondis avec le temps. Une fine couche de poussière s'est accrochée à sa surface jusqu'à ce qu'il l'enlève doucement, comme s'il manipulait une relique au lieu d'un dossier. L'étiquette sur le devant indiquait simplement Mirek, Thomas, confidentiel. Jordan a immédiatement remarqué le nom, et sa posture s'est redressée instinctivement, remplaçant la confusion qui avait marqué son ton plus tôt. Le juge n'a rien dit pendant un long moment. Au lieu de cela, il a ouvert le dossier lentement, comme pour ouvrir une plaie qui n'avait jamais complètement guéri. À l'intérieur se trouvaient des photographies, granuleuses et froissées, chacune racontant l'histoire d'un homme en uniforme debout devant des voitures de police, des poignées de main, des félicitations, des témoignages dans la salle d'audience et finalement, des rapports de preuves marqués en rouge. La main de Caprio s'est arrêtée sur une photo en particulier, celle qui montrait l'agent Thomas Mirek souriant, son bras en bandoulière autour d'un jeune homme en costume marron. Le visage du juge, des décennies plus jeune, regardait en arrière depuis cette image. Le faible sourire qui traversait maintenant ses lèvres était celui du chagrin, pas de la nostalgie. Des années auparavant, cette même salle d'audience avait été l'épicentre d'une tempête tranquille. L'agent Mirek avait témoigné contre le propre cercle restreint de la ville. Des fonctionnaires qui avaient manipulé des contrats d'application du stationnement, siphonnant des millions d'amendes des quartiers pauvres vers des comptes privés.
Cela avait été l'un des cas les plus dangereux que la ville ait jamais vus parce que la corruption avait dépassé le palais de justice. Il y avait des juges, des politiciens, même un commissaire de police ou deux dont les noms étaient chuchotés mais jamais imprimés. Thomas Mirek était entré dans cette salle d'audience tous les jours en sachant que sa vie diminuait d'heure en heure. Il avait refusé de l'argent, des menaces et des promesses de sécurité. Caprio se souvint de ce dernier jour de témoignage, la façon dont la voix de Thomas était restée calme, son badge brillant sous les lumières dure alors qu'il n'appelait personne pour le nettoyer à haute. Et en un mois, il était mort. Ils ont qualifié cela d'accident. Le rapport indiquait une perte de contrôle lors d'un arrêt de la circulation tard dans la nuit sur la route 7. Son croiseur avait heurté un diviseur et pris feu. Pas de drogue, pas d'alcool, aucune preuve de jeu déloyal, du moins pas officiellement. Mais Caprio avait vu les photos de l'épave lui-même. Et ce qui s'était démarqué n'était pas le métal tordu, c'était ce qui manquait. La caméra corporelle. La caméra de bord. La radio enregistre entre 11h45 et 12h10. The Sparrow. Effacée comme si elle n'avait jamais existé. Le juge avait passé des mois à faire pression pour obtenir des réponses, seulement pour se faire dire que la ville considérait l'affaire comme fermée. Chaque porte qu'il essayait d'ouvrir était discrètement scellée par des puissances supérieures avec une efficacité pratiquée. Maintenant, des années plus tard, le fils de ce même officier se tenait devant lui, en colère, perdu et ignorant que le fantôme de son père n'avait jamais quitté cette pièce. Caprio a étudié le visage du garçon, et pendant un moment, il pouvait presque voir Thomas dans le creux de sa mâchoire, dans le défi obstiné qui masquait la douleur. Il a demandé doucement si on n'avait jamais dit à Jordan pourquoi son père était mort. La question a atterri comme une pierre tombée dans l'eau profonde. L'expression de Jordan a faibli. Ses lèvres se sont légèrement séparées, mais aucun mot n'est venu. Il ne le savait pas. Personne ne lui avait jamais dit. Sa mère, épuisée par le chagrin, avait enfermé tous les détails. Tout ce que Jordan savait, c'était que son père avait été un flic et qu'il était mort dans ce que les gens murmuraient était un accident de travail. La colère avait soudainement plus dangereuse. Caprio a de nouveau fouillé dans le tiroir, récupérant cette fois une enveloppe scellée, les bords jaunis, le sceau toujours intact. Sur le devant, écrit dans une main qui avait cessé d'écrire depuis longtemps, se trouvaient les mots « Pour Francis Caprio, seulement si je tombe ». L'écriture était indéniable. C'était celle de Thomas. Le juge a retourné l'enveloppe entre ses mains, sentant la faible crête de papier à l'intérieur, une impulsion de l'histoire qui refusait de mourir. Il l'avait gardée enfermée pendant des années, attendant le jour où elle pourrait avoir besoin d'être ouverte. Maintenant, avec le fils debout devant lui, c'était comme si le temps avait choisi son moment. Le juge a dit à Jordan que son père lui avait confié quelque chose, un message destiné à être lu uniquement lorsque la vérité ne pouvait plus être réduite au silence. Les yeux du garçon se sont dirigés vers l'enveloppe, la confusion en ne s'approfondissant en curiosité. Il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais quelque chose dans l'expression du juge l'a averti qu'une fois le saut rompu, plus rien ne serait pareil. Caprio a attrapé un ouvre-lettres sur le bureau, la lame attrapant la lumière comme un petit éclair de jugement. Mais avant de pouvoir le glisser sous le rabat, un coup à la porte latérale a interrompu le moment. L'huissier a hésité, ne sachant pas s'il devait répondre, mais Caprio lui a fait signe de l'ouvrir. La porte a grincé lentement, révélant un homme dont la présence a immédiatement changé la température de la pièce. Alden Brom est entré, son costume coûteux coupant des lignes nettes sous la lumière fluorescente, l'emblème de la ville épinglé soigneusement sur son revers. Son expression était lisse et illisible, le genre de visage qui avait passé des années à apprendre à mentir sans cligner des yeux. Il était maintenant le procureur de la ville, mais Caprio se souvenait quand il n'était qu'un assistant ambitieux qui avait souri trop facilement lors des audiences de Mirek. Il avait été l'un des hommes que Thomas avait nommé dans son témoignage, protégé à l'époque par des boucliers politiques plus épais que le verre par balle. Les yeux de Brom se posèrent sur le dossier, puis sur l'enveloppe, puis sur Jordan. Son ton portait l'autorité douce d'un homme habitué à contrôler les pièces. Il annonça que le contenu de cette enveloppe était une propriété classifiée de la ville, une preuve dans une affaire scellée, et donc à ne pas divulguer. Ses paroles étaient précises, répétées et livrées avec le genre de calme qui faisait que les menaces ressemblaient à une politique. Jordan cligna des yeux de confusion, mais l'expression de Caprio ne changea pas. Il se pencha simplement en arrière, le moindre sentiment de quelque chose de tranchant dans son regard.
Il n'y avait aucun moyen pour Brom de connaître l'enveloppe à moins que quelqu'un n'ait regardé. Caprio a demandé d'une voix mesurée pourquoi un procureur de la ville s'intéresserait autant à une lettre d'un officier décédé s'il n'y avait rien à cacher. La mâchoire de Brom s'est légèrement serrée, sa confiance s'est fissurée juste assez pour que le juge le remarque. Il a de nouveau insisté sur le fait que c'était la propriété de la ville. Les prochains mots de Caprio n'avaient pas de volume, mais un poids immense. Il a dit que si la vérité à l'intérieur de cette enveloppe effrayait un homme qui prétendait servir la justice, alors peut-être que la ville n'avait pas peur d'enfreindre la loi, elle avait peur d'être attrapée. L'air a semblé s'épaissir à mesure que l'expression de Brom se durcit, et pendant un instant, le masque quelque chose de sombre vacillait derrière ses yeux. Il a dit à Caprio que rouvrir le passé détruirait les carrières, les familles et la paix fragile avaient déjà fait des dégâts. Le cœur de Jordan battait en regardant les deux hommes se faire face, la dignité calme de l'âge contre la précision froide du pouvoir. Il ne comprenait pas pleinement l'échange, mais l'instinct lui disait que c'était plus important que les contraventions de stationnement ou les erreurs d'adolescence. C'était quelque chose que son père était mort en essayant d'exposer. Il pouvait le sentir dans le poids de la voix du juge, dans le froid qui traversait la pièce lorsque le nom de Brom a été prononcé. Il n'avait jamais su que son père avait résisté à des gens comme ça. Il n'avait jamais réalisé que la justice pouvait avoir un tel coup. La tension est restée pendant de longues secondes avant que Brom ne se tourne pour partir, ses mots d'adieu coupés et froids, avertissant que toute tentative de déceler l'enveloppe aurait des conséquences juridiques. La porte s'est refermée derrière lui, mais l'air ne s'est pas dégagé. C'était plus lourd qu'avant. Caprio a de nouveau regardé l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement, les fantômes de ses affaires passés tourbillonnant dans son esprit. Il avait passé sa carrière à équilibrer miséricorde et vérité, mais c'était la vérité qui pouvait brûler une ville. Il regarda Jordan, qui maintenant restait immobile, son défi antérieur dépouillé, remplacé par quelque chose de plus calme, la peur mêlée au réveil. Caprio pouvait le voir clairement maintenant, le garçon ne méritait pas seulement des réponses. Il en avait besoin. Et pour la première fois depuis des années, le juge a ressenti le même feu que Thomas Mirek avait porté, un besoin inflexible de laisser la vérité parler, peu importe le prix. Il a posé l'enveloppe doucement sur le banc, le papier chuchotant contre le bois comme un secret suppliant d'être dit. Puis il a dit doucement, presque à lui-même, qu'une fois qu'un mensonge commence à pourrir, il retrouve toujours son chemin à la surface. Mais ce qu'il y avait dans cette lettre n'a jamais été destiné à rester enterré. Le seau s'est brisé avec un son plus silencieux que ce à quoi on s'attendait, juste la légère déchirure de colle vieilli contre du papier cassant. Mais dans la salle d'audience, cela aurait tout aussi bien pu être le tonnerre. Le juge Caprio a tenu l'enveloppe entre des doigts stables, bien que le reste de son corps soit serré d'émotion. Jordan se tenait figé près du banc, son regard verrouillé sur le morceau fragile de l'histoire qui se déroulait devant lui. Le juge a fouillé à l'intérieur et a soigneusement sorti le contenu, 3 feuilles de papier pliées, légèrement tachées de temps et de sueur, et un plus petit paquet de documents agrafés qui ressemblaient à des journaux photocopiés. Il a d'abord déplié la lettre, la lissant contre le bureau comme s'il essayait de remettre les années en place. L'écriture manuscrite était indubitable, une ligne nette et nette de Thomas. Mais ils ont rapidement transformé en aveu. Caprio a lu le premier paragraphe à haute voix, sa voix basse mais délibérée. Cela a commencé par un nom, un officier à la retraite depuis longtemps, autrefois loué pour son dossier de service, maintenant exposé comme un moyen de blanchiment de fonds par de fausses citations de billets. Le paragraphe suivant énumérait les numéros de badge, les voies de paiement et un réseau de sociétés écrans. Chaque détail a dépeint un réseau de corruption qui avait infecté les veines de la ville, allant de l'application du stationnement jusqu'au bureau du maire. Une feuille de journal détaillait les transferts hebdomadaires d'une société appelée Eriston Compliance, une entreprise qui aurait fait faillite il y a 10 ans. Mais Thomas avait découvert qu'elle acheminait toujours des milliers de personnes vers des comptes privés sous les noms de fonctionnaires de la ville, déguisés en amendes, frais de remorquage et frais de justice. Jordan ne cligna pas des yeux. Ses lèvres se séparèrent légèrement alors que ses yeux scrutaient le papier, dévorant l'écriture de son père comme si quelqu'un lisait une dernière lettre d'un soldat jamais ramené à la maison. Il n'y avait pas de diatribe en colère, pas d'amertume. Juste une vérité claire et ciblée, des faits empilés avec précision. Son cœur battait en réalisant l'ampleur de ce qu'il tenait. Son père n'avait pas été imprudent. Il n'avait pas été paranoïaque. Il avait eu raison. Il avait été courageux. La porte a grincé derrière eux.
Caprio n'a pas levé les yeux, pas même lorsque les chaussures polies d'Alden Brom ont tapé sur le carrelage en direction du banc. Le procureur de la ville s'est avancé comme une tempête essayant de se contenir. Sa voix était coupée, tranchante, exigeant que les documents soient remis pour la préservation de la chaîne de garde. Mais Caprio est resté immobile. Sa main s'est refermée autour de la lettre, les doigts fermes. Il s'est tenu sans un mot et a soulevé le marteau, le petit instrument en bois attrapant les plafonniers. Quand il a claqué sur le banc, il a sonné non pas avec jugement, mais quelque chose de plus lourd, finalité, peut-être, ou courage. Il a résonné dans les rangées vides de la salle d'audience comme un tambour de guerre. Il a déclaré que le tribunal n'était plus en récréation. Il a demandé à l'huissier d'appeler immédiatement le greffier du tribunal. L'homme est apparu quelques instants plus tard, confus au début, mais s'est rapidement mis en place lorsque Caprio a émis une nouvelle directive. Les caméras devaient être allumées. La diffusion en direct, précédemment interrompue pendant la séance à huis clos, devait reprendre. Les lumières de la salle d'audience ont été allumées. En quelques minutes, la chambre brillait sous la dure illumination de la justice revenant sur le devant de la scène. Les journalistes avaient déjà commencé à se rassembler à l'extérieur, alertés par des chuchotements et des signaux. La nouvelle s'est rapidement répandue à l'hôtel de ville. Le palais de justice n'avait pas vu une scène comme celle-ci depuis des années. Caprio s'est éclairci la gorge et a commencé à lire. Ligne par ligne, il a donné la parole aux morts. La déclaration de Thomas Mirek s'est déroulée avec un poids croissant, décrivant non seulement le système qui exploitait les communautés vulnérables, mais aussi les noms de ceux qui l'ont signé, l'ont dissimulé et ont menacé ceux qui osaient résister. Chaque phrase était un coup de marteau. Jordan a regardé son père parler par l'intermédiaire du juge, et pour la première fois de sa vie, il a senti la fierté s'enrouler autour de sa poitrine si fort qu'elle lui faisait mal. L'homme qu'il avait autrefois considéré comme un fantôme rugissait maintenant sur tous les haut-parleurs, dans tous les téléphones, dans les oreilles de tous les téléspectateurs qui regardaient le live stream en ligne. La salle d'audience a recommencé à se remplir. Tout d'abord, le personnel du tribunal est revenu, puis quelques journalistes qui ont passé les portes avec des caméras déjà en marche. D'autres ont suivi, des membres du public qui étaient partis plus tôt, bourdonnant maintenant d'urgence alors qu'ils retournaient dans les sièges. Certains se tenaient le long du mur du fond, retenant leur souffle. Ce n'était pas seulement de la curiosité. C'était l'histoire en train d'être réécrite en temps réel. Caprio a continué, inébranlable, alors même que Brom faisait les 100 pas derrière lui comme un loup qui refusait l'entrée à un meurtre. Le procureur de la ville a essayé 2 fois de plus d'interrompre, invoquant des violations de la procédure, mais à chaque fois Caprio le faisait taire d'un coup d'œil. Ce n'était plus son tribunal. C'était plus celui de Thomas Mirek. Jordan était assis maintenant, à quelques mètres du banc, penché en avant, les mains jointes entre ses genoux, regardant les documents ouverts sur la table comme s'ils étaient quelque chose de sacré. Les morceaux de son père qu'il n'avait jamais connus s'emboîtaient, enfin, officier, dénonciateur, protecteur. Tout ce qu'il détestait son père pour ne pas avoir été soudainement dissous sous la lumière de la vérité. Puis Caprio s'est retourné. Il n'a pas seulement mis fin à la lecture, il a militarisé. Avec une voix calme et du feu derrière les yeux, il a regardé directement Alden Brom et a dit que la ville avait maintenant 24 heures pour expliquer cela au public, sinon il le ferait lui-même. Les mots ont fait onduler la foule. Un murmure a remué comme du vent dans les hautes herbes. La section des commentaires du livestream a explosé en temps réel, remplie de chocs, de questions, de soutien, d'incrédulité. Brom se raidit, ses lèvres pressées en une fine ligne. Il ne parlait pas. Il n'y avait rien à dire. Il s'attendait au silence. Il s'attendait à la peur. Il ne s'attendait pas à une résurrection. Juste à ce moment, de l'autre bout de la pièce, le bruit d'une chaise glissant vers l'arrière a brisé les murmures. Chaque tête a tourné. De la rangée arrière, un homme vêtu d'un pardessus s'est tenu lentement, sa posture rigide avec le genre d'autorité qui provenait de décennies en uniforme. Ses cheveux argentés ont attrapé les lumières de la salle d'audience alors qu'il enlevait sa casquette et la plaçait sous un bras. La plaque signalétique sur sa poitrine indiquait « Chef H. Brenner, Affaires internes, RET ». Il a regardé directement Caprio, puis la lettre dans sa main, puis Brom. Sa voix est devenue ferme et claire, coupant la tension comme une lame propre. Il a dit que le juge n'était pas le seul à attendre la vérité, que certains d'entre eux avaient gardé le silence de la honte. Et puis, de la rangée arrière, quelqu'un s'est levé, un allié inattendu qui pourrait renverser complètement la vapeur.
La salle d'audience avait encore disparu, mais cette fois pour une raison différente. Pas de tension, pas de peur, mais du genre de silence qui suit la vérité trouvant enfin sa voix. Tous les yeux étaient rivés sur l'homme maintenant debout près du devant, la dernière chaise de rangée encore légèrement tournée derrière lui, oubliée. Le chef Harold Brenner était plus âgé que la dernière fois que la plupart d'entre eux l'avaient vu en public. Ses cheveux autrefois sombres maintenant une épaisse couronne de sa colonne vertébrale plus droite que jamais, mais le poids de trop d'années tacites pressait visiblement derrière ses yeux. Son par-dessus portait des plis de stockage, comme s'il était resté intact pendant des années avant aujourd'hui. Épinglé au revers se trouvait un insigne d'ancien combattant en or, émoussé légèrement avec l'âge, mais toujours suffisamment poli pour refléter le banc au-dessus. Le dossier d'identification en cuir dans sa main semblait avoir été ouvert et fermé des centaines de fois. À chaque fois un rappel silencieux de plus du devoir non rempli. Il a marché lentement dans l'allée, ses pas sûrs, résonnant contre le sol poli comme si chaque pas était une déclaration. Le regard de Jordan s'est verrouillé sur lui alors que l'homme plus âgé atteignait le front. Il y avait quelque chose de stable dans la façon dont Brenner bougeait, comme un homme qui avait attendu trop longtemps pour être entendu et qui a finalement trouvé le moment où il ne pouvait plus fuir. Il s'est tourné vers le juge et a parlé, pas fort, mais avec le genre de conviction discrète qui n'avait pas besoin de volume pour porter du poids. Il a dit qu'il avait connu Thomas Mirek, et qu'à partir du moment où Thomas s'est avancé pour témoigner il y a toutes ces années, ils savaient tous les deux ce que cela coûterait. Il l'a dit avec tristesse, pas de fierté. Il n'y avait pas de jubilation dans son ton, aucune justification. Seul regret qu'il n'avait pas fait plus d'importance. Le juge Caprio n'a pas interrompu. Il a simplement hoché la tête une fois, son expression illisible, laissant Brenner prendre la parole non pas en tant que témoin, mais en tant que chapitre perdu depuis longtemps d'une histoire finalement lue à haute voix. Brenner a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti un deuxième dossier, plus petit que celui de Caprio mais épais avec du papier plié, des photographies et même une clé USB scellée dans une pochette de preuves datée. Il l'a tendu des deux mains, l'offrant au tribunal, les bras inébranlables. Il a dit que les documents à l'intérieur comprenaient des mémos signés, des courriels interinstitutions, des transcriptions de réunions et un enregistrement personnel réalisé par Thomas 3 jours seulement avant sa mort. C'était une précaution, une dernière mesure au cas où le pire se produirait. Il était en possession de Brenner depuis plus d'une décennie, enterré sous des boîtes dans un coffre-fort, non joué jusqu'à ce matin, lorsque les images en direct ont atteint son domicile et ont fait entrer le passé dans le présent. Le greffier s'est avancé et a récupéré les preuves. Tout a été enregistré et traité en quelques minutes. Le juge Caprio a chargé l'assistant technique du tribunal de préparer le fichier audio pour la lecture. La salle d'audience a de nouveau retenu son souffle alors que les haut-parleurs prenaient vie avec un léger crépitement, suivi de la voix incomparable de Thomas Mirek. Il a parlé clairement, calmement, décrivant la même chaîne de corruption décrite dans la lettre, seulement maintenant avec des noms, des directives et des prédictions effrayantes. Il a dit qu'il craignait pour sa vie, que les personnes impliquées étaient plus grandes que quiconque ne le soupçonnait, et que s'ils ne survivaient pas, cela signifiait qu'ils avaient finalement fermé leur piège. À la fin de l'enregistrement, personne dans la salle d'audience ne pouvait bouger. Même Brom avait l'air pâle, son arrogance antérieure remplacée par une contraction de la mâchoire. La pièce s'est mise en mouvement d'un seul coup. Les journalistes ont franchi les portes arrière avec des caméras surélevées. Les téléphones ont sonné sur les bureaux alors que les bureaux de presse se démenaient pour vérifier les derniers développements. En 2 heures, des agents fédéraux étaient arrivés pour récupérer Brom pour interrogatoire. Son visage, qui apparaissait autrefois sur les panneaux d'affichage de la campagne du maire, était maintenant capturé dans une rafale d'ampoules flash alors qu'il était escorté sous ordre fédéral. 3 autres responsables de la ville, auparavant intouchables, ont été arrêtés peu de temps après. Leur nom était apparu non seulement dans la lettre manuscrite de Mirek, mais aussi dans les documents de sauvegarde livrés par Brenner. Jordan se tenait tranquillement à côté de la salle d'audience, regardant les piliers de la ville commencer à trembler. Personne ne l'avait remarqué se glisser dans le coin près du podium, mais maintenant ils l'ont fait. Les caméras se sont tournées. Les journalistes se sont penchés en avant. Le garçon qui était entré dans le tribunal il y a quelques heures alors qu'il n'était qu'un autre adolescent imprudent se tenait maintenant comme l'écho vivant d'un homme qu'ils essayaient d'effacer. La voix de son père, une fois réduite au silence, avait rempli chaque centimètre carré de la chambre. Et pour Jordan, il ne s'agissait pas seulement de se faire un nom. Il s'agissait de comprendre quel genre d'homme était vraiment son
et quel genre d'homme il pourrait maintenant choisir de devenir. Quand la poussière a commencé à retomber, le juge Caprio a rejeté les accusations portées contre Jordan sans hésitation. Il n'a pas offert de conférence ou de réprimande, seulement la vérité. Jordan n'était pas épargné. Il était en train d'être restauré. L'acte répréhensible n'avait jamais été le sien. Et aujourd'hui, la vie l'a finalement reconnu. À l'extérieur du palais de justice, un mur de médias attendait. Le ciel était devenu d'un doux, les nuages roulaient avec le genre de calme qui reflétait le moment, incertain mais lourd de changement. Caprio marchait à côté de Jordan alors qu'il franchissait les portes, la foule de la salle d'audience se séparant doucement pour eux. Les journalistes ont bondi, les questions volaient comme des flèches, mais aucun des deux. Caprio s'arrêta sur les marches, se tournant vers Jordan. Sa main reposait doucement sur l'épaule du garçon, non pas en tant que juge d'un accusé, mais en tant comme reconnaissant le fardeau d'un autre. Il lui dit que son père ne lui avait pas laissé que de la douleur et des souvenirs, il lui avait laissé un héritage, et maintenant c'était à lui de porter. Jordan ne dit rien en retour, mais la ligne de ses épaules a changé. La colère qu'il avait autrefois alourdie s'était transformée en quelque chose de plus fort. Sa position était ferme. Son visage était stable. Pour la première fois depuis des années, il se tenait debout non pas par défi, mais par compréhension. Un obturateur de caméra a cliqué doucement à proximité. Puis un autre. Le monde extérieur enregistrait déjà le chapitre suivant. Abonnez-vous si vous croyez que la vérité peut survivre au mensonge et que la justice commence parfois par les mots que personne n'attend.